Tout ça, ça en fait partie. Mais ça va plus loin. Parce qu'une alarme, elle est capable de s'autogérer, elle n'a pas besoin de vous et de votre domotique. Là où ça devient intéressant, c'est de pouvoir associer l'alarme avec la domotique que vous installez dans la maison. Style faire des ripostes. En cas d'intrusion, ou de tentative d'intrusion, vous pouvez faire toute une série d'actions, aussi bien sur les éclairages que sur les volets, pour dissuader un rôdeur d'aller plus loin. Pourquoi pas, si vous avez en même temps de la diffusion sonore dans la maison, d'envoyer des sons de, je sais pas, des aboiements de chiens ou ce que vous voulez, ou un message comme quoi la maison est sous surveillance. Tout ça, c'est des choses qui sont faisables. Que vous ne pourrez pas faire avec une alarme traditionnelle. Il y a une autre partie de sécurité qui sera peut-être moins développée en résidentiel, mais que dans le tertiaire a un intérêt certain. Ce sont les alarmes techniques, que ce soit les défauts disjoncteurs. Sur certains bâtiments, vous avez besoin de savoir à un moment si vous avez un disjoncteur qui tombe parce que et vous n'avez plus de jus pour la partie climatisation ou autre chose. C'est bien de pouvoir recevoir des notifications. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire. Dans la partie sécurité, il y a aussi la sécurité du système en lui-même. Vous avez peut-être déjà entendu parler de caméras qui ont été piratées et où depuis l'extérieur, des gens arrivaient à voir ce qui se passait dans la maison. Ça, c'est des choses qui se voient. J'avais lu aussi un article sur le sujet où un hôtel avait été piraté et les gens, entre autres le hacker, s'était amusé à faire clignoter les lampes pendant toute la nuit. Alors si c'est juste pour clignoter les lampes, c'est pas bien grave, et ça veut dire qu'il y a quand même un gros problème de sécurité sur ce genre de projet. Donc ça veut dire aussi la fiabilité du système que vous installez et la sécurisation de ce système. Pour ceux que ça intéresse, on en reparlera. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, notamment sur la partie KNX. Mais sachez que cette partie sécurité est vachement importante. Plus ça va, plus on va dans un monde qui est connecté. Tous les périphériques que vous installez sont connectés. Donc si vous ne sécurisez pas vos installations, à un moment, ça va vous retomber dessus. Et dites-vous bien que la maison connectée, c'est en développement. Pour l'instant, les assureurs se demandent encore ce que c'est. Mais le jour où ça va leur monter aux oreilles, que votre maison et celle de vos clients elles sont connectées, ils vont rajouter des clauses dans les contrats. Parce qu'ils vont se dire, oula, il y a un risque. Si quelqu'un prend la main à distance sur l'installation, il est capable de faire ce qu'il veut. De rentrer dans la maison, de désactiver le système d'alarme et de faire ce qu'il a envie de faire. Donc ça, c'est des choses qu'il faut anticiper dès aujourd'hui. Ça, c'est un point important aussi. On entend beaucoup parler. Le maintien à domicile pour les personnes âgées, de plus en plus, veulent rester chez elles aussi longtemps que possible. Le fait d'installer de la domotique va leur simplifier le quotidien. En termes de sécurité, ça va permettre de détecter si les personnes chutent, si elles restent longtemps en position couchée parce que justement il y a une chute, etc., etc. C'est un domaine bien particulier de la domotique. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, dont ils font leur métier. C'est important aussi de savoir que ça existe et qu'il y a des moyens d'aider ces personnes. Ça passe aussi par les commandes vocales, par exemple. Vous avez dû voir ça à la télé également. Hein, Alexa, mets-moi la musique dans la salle de bain. Bon, c'est rigolo à la télé. Dans ce genre de cas, quand c'est des personnes qui sont handicapées, ça a un réel intérêt. Autre point important, c'est un marché en forte croissance, notamment le marché des objets connectés. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Ce que je sais, c'est que ça se chiffre en milliards d'euros à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire que si les objets connectés se développent, forcément le marché de la domotique va se développer aussi. La génération qui arrive est une génération connectée, donc tous les
tous les jeunes couples qui vont s'installer, qui vont bâtir, qui vont rénover, dans les années à venir, ils n'envisageront plus de faire des installations qui soient du traditionnel. Parce qu'ils auront envie de plus d'intelligence, ils auront envie de retrouver des fonctionnalités qu'ils ont sur leur smartphone et qu'ils maîtrisent parfaitement dans leur maison. Contrôler maintenance à distance, ça c'est encore un autre avantage d'un système domotique, c'est que votre client est capable de voir ce qui se passe chez lui et de contrôler ce qui se passe chez lui à distance. Donc ça a un aspect pratique. Quand il part en vacances, là, il peut mettre son chauffage en route à distance dans sa maison secondaire. Ou alors, quand il en revient dans sa maison principale, il peut aussi réactiver le chauffage. Et puis voir ce qui se passe également à distance. Donc, pour le client final, ça a un réel intérêt. Mais ça a un réel intérêt aussi pour vous qui faites l'installation. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que vous avez la maintenance à distance. Donc dès lors que votre client vous appelle et vous dit vous savez, il y a un truc qui ne marche pas, est-ce que vous pouvez regarder ce qui se passe ? Le contrôle à distance va vous permettre de vous connecter directement chez le client et de pouvoir diagnostiquer, au moins en partie, le problème qui vous présente. Ça implique quoi ? Ça implique que le système que vous installez, il vous offre les outils pour le faire. D'accord ? Tous les systèmes ne le permettent pas. C'est après à vous, en tant que professionnel, de choisir les systèmes qui sont fiables et qui vont vous permettre d'avoir ces outils, qui vous permettent de diagnostiquer ce qui se passe chez votre client. Pour vous citer un exemple qui date de dimanche, un client m'appelle pour me dire Monsieur Lavergne, désolé de vous déranger un dimanche, j'ai pas de chauffage dans ma chambre. Pas de chauffage, c'est un point important. S'il m'avait dit j'ai une lampe qui ne marche pas, j'aurais dit écoutez, on attendra lundi. Là, dimanche, j'ai pris la main à distance et j'ai regardé ce qui se passait. Bon, il se trouve que de mon côté, je ne pouvais rien faire parce que ça ne venait pas de la programmation. Mais ça m'a permis de valider que de ce côté-là, au moins, ça marchait. Donc j'ai dit rapprochez-vous de votre climaticien, c'est lui qui va être en mesure de vous dépanner. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet de faire un pré-diagnostic à distance. Et ça, c'est intéressant parce que le client, au lieu d'appeler son climaticien, son électricien et son domoticien, il en appelle déjà un. Et le domoticien lui dit écoutez, côté prog, tout va bien. Alors, il faut quand même être sûr de soi, je suis bien d'accord. Mais à partir du moment où vous avez validé que de votre côté c'est bon, c'est les autres intervenants qui doivent vérifier ce qu'ils ont fait. Le déroulement d'un projet. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà comment devrait se dérouler un projet. Malheureusement, c'est pas souvent comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on a bien souvent des problèmes. La première étape, avant quoi que ce soit, c'est de définir quels sont les besoins du client. Qu'est-ce qu'il veut faire dans sa maison ? Quelle est sa manière de vivre ? Tout ce dont il a besoin. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il va vous dire. Il y a une autre étape qui est le conseil. C'est vous qui êtes prescripteur, c'est vous qui connaissez le système et ses possibilités. C'est donc à vous d'être force de proposition sur ce que vous pouvez intégrer dans la maison. Ça, c'est la première étape. Définir clairement les besoins de votre client. La deuxième étape, c'est l'étude technique. Étape bien souvent qui n'est pas réalisée. Donc les gars vont faire leur installation, ils vont faire une programmation, ils n'ont pas fait d'étude technique au préalable. Dans 100% des cas, quand j'ai fait des installations où il n'y avait pas d'étude technique au préalable, soit parce que le client ne voulait pas payer cette prestation, soit parce que l'installateur disait « Ah non, on ne va pas lui facturer parce que ça va faire trop cher », dans 100% des cas, il y a eu des problèmes.
parce que c'est pas anticipé, parce qu'il n'y a pas eu de conseil au client, parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, pour toutes ces raisons. Donc l'étude technique, elle est primordiale. N'oubliez pas qu'il y a un certain nombre de choses qui sont à gérer dans un bâtiment smart. C'est tout ce qu'on a vu auparavant. Ça implique des liaisons avec tous les lots qui sont concernés par la partie smart. Et donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui réfléchit à l'interconnexion de tous ces lots pour avoir un système homogène, vous êtes sûr que vous allez au clash. Ça aussi, c'est une étape essentielle. Le suivi de chantier, si vous faites une installation et que vous ne suivez pas ce qui se passe derrière, il y a de grandes chances que vous ayez des surprises après. Merci. Repérez que tous les câbles sont passés comme ça a été prévu dans l'étude. Vérifiez que les bons types de câbles ont été installés, etc., etc. Tout ça, ça fait partie du suivi de chantier. Ça vous permet d'être sûr qu'au moins en termes de câblage, l'installation répond aux normes et a été faite correctement dans les règles. À partir du moment où ça c'est validé, vous limitez les risques d'avoir des problèmes par la suite. Tiens, dis quelque chose de bon. Programmation d'installation. Ça aussi, c'est un truc qui est difficile à valoriser auprès des clients finaux, parce qu'il y a une grosse partie de ce que vous facturez qu'en fait vous faites et qu'ils ne voient pas. Parce que c'est une préparation au bureau. Vous avez plein de choses que vous avez préprogrammées avant d'être sur chantier. Donc ça se trouve, vous allez passer 3 jours sur le chantier à faire un mise en service. Mais auparavant, il y aura eu je ne sais combien d'heures de préparation. Ça, le client ne le voit pas. Et quand vous lui annoncez un chiffre, souvent ça a du mal à passer. Donc il faut lui expliquer ça aussi. Je vais parler de la mise en service avant de parler de la suite. La mise en service, c'est vous allez sur le chantier, vous injectez votre programmation et vous testez. C'est une partie essentielle, ça aussi certains le négligent. Mais il faut toujours tester tout ce que vous avez fait. Ça veut dire que votre mise en service, elle doit être faite une fois que tout est raccordé et que tous les corps de métier sont intervenus. Assurer l'entretien et l'évolution. Ce sont des systèmes qui sont techniques. Assurer l'entretien, ça fait partie du job. Ça veut dire des contrats d'entretien. Qui dit contrat d'entretien veut dire aussi que ça vous fait des revenus réguliers. D'accord? Donc il y a cette partie-là. Mais il y a aussi le fait que ça rassure les clients. Le fait de dire qu'ils se disent qu'ils peuvent vous appeler parce qu'il y a un bug quelque part, ça les rassure. Donc ça, cette partie d'entretien de l'installation, elle est indispensable. Pensez à faire un entretien, à faire des visites régulières de vos installations. C'est valable particulièrement quand vous êtes aussi en charge du réseau informatique. Réseau informatique, que ce soit les routeurs, les bornes Wi-Fi, etc. C'est des appareils qu'il faut mettre à jour régulièrement. Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des failles de sécurité que vous avez passées. Et du coup, potentiellement des risques pour votre client. L'évolution également du projet. Souvent, sur ce genre d'installation, les clients ont des besoins qui évoluent. Il faut que vous soyez à l'écoute de ces besoins de vos clients. Il faut aussi que vous soyez force de proposition sur l'évolution. Il est sorti de tel produit. Est-ce que ça vous intéresse qu'on intègre telle nouvelle fonctionnalité dans l'installation ? Maintenant qu'on a parlé de comment concevoir un projet, on va voir quelles sont les clés pour le réussir.
Les clés pour réussir un projet, c'est savoir s'entourer de professionnels qui soient expérimentés. Alors, expérimenter quand on commence, c'est compliqué, mais il faut se faire son expérience. Qui maîtrisent réellement le sujet et connaissent les solutions techniques. C'est évident, c'est comme dans n'importe quel métier. Si vous connaissez votre sujet, que vous le maîtrisez d'un bout à l'autre, vous connaissez également les solutions techniques qui vont vous permettre de répondre à certains besoins. Qui proposent des solutions techniques fiables et pérennes. C'est souvent là que le bas blesse. Des solutions techniques, il y en a beaucoup qui savent proposer plein de choses. Fiables et pérennes, ça, c'est une autre histoire. Une installation qui va durer 10 ans, dans laquelle un client il a claqué 15, 20, 30, 40 000 euros. Si au bout de 10 ans, la solution est arrêtée et qu'il n'y a plus moyen de la faire évoluer, le client il a perdu son argent. Les professionnels qui savent également prendre un dossier et le mener depuis la conception jusqu'à la remise des clés. Les choses importantes que j'aurais dû souligner, en assumant leur choix. Je fais le choix de mettre cette solution chez mon client, je l'assume jusqu'au bout. S'il y a des problèmes, je les prends à ma charge et je dérègle les problèmes. Ça aussi, c'est bien souvent, on prend un dossier, on fait une installation, on voit que ça commence à partir un peu en cacahuète, et on a des professionnels qui se taillent, on n'entend plus parler. Et après, les clients, ils viennent vous voir, ils disent ouais, voilà, mon installation ne marche pas. Et c'est à vous de réparer les cacahuètes des autres. Donc, assumer le choix, ça veut dire aller jusqu'au bout. Si vous avez fait le choix d'une solution qui ne marche pas bien, il faut l'assumer. Des professionnels qui proposent également un vrai service de suivi et de maintenance. Je vous en ai parlé juste avant. Savoir faire un suivi de l'installation et un entretien ou de maintenance, c'est indispensable. Et enfin, qui assure une veille technologique efficace. Pourquoi ? Parce que c'est en perpétuelle évolution. Parce qu'il y a constamment des nouveaux produits qui sortent. Si vous ne suivez pas et que vous ne faites pas un minimum de veille technologique, vous allez vite devenir has-been. Il n'y a rien de pire que de se retrouver face à un client qui dit « Ah, au fait, vous avez entendu parler de ce truc ?» Bah non. Non seulement vous devez en avoir entendu parler, mais vous devez savoir en plus si c'est déjà intégrable au système que vous lui avez installé. Comment devenir de tels professionnels ? Il n'y a pas 50 solutions. Hein. Et c'est là qu'on fait la promo des SBE. Non. L'idée, c'est de se former. Alors oui, nous, on est centre de formation. Il n'y a pas que nous. Il y en a d'autres en France. Il y a des universités qui proposent des cursus, etc. Je vais vous présenter ce que nous on fait. Pour vous présenter l'offre de formation sur la France d'une manière exhaustive. Ça vous donnera une idée de ce qu'on est capable d'apporter. Pourquoi SBE ? Alors pourquoi nous, en tant que centre de formation, on a certains atouts. C'est d'abord qu'on est indépendant des fabricants. Vous venez en formation chez nous, on ne va pas vous vendre du produit. On ne va pas vous dire faut que tu achètes telle marque, faut que tu achètes telle marque, faut que tu achètes telle marque. On est multi-fabricant, on est marié avec personne. Donc nous, on est là pour vous former sur une techno. On n'est pas là pour vous former sur des produits ou une marque en particulier. C'est pas notre objectif, c'est pas notre philosophie. D'ailleurs, vous le voyez, ça c'est les guides de formation qu'on a. C'est du multimarque. Ceux qui sont déjà venus en formation pourront vous le confirmer. Notre deuxième intérêt, c'est que nous, on est des gens qui sont actifs sur le terrain. Comme vous l'a dit Laurence tout à l'heure, on est formateur, on est aussi intégrateur. Donc les problématiques
que vous allez retrouver sur le terrain, il y a de fortes chances que nous, on les ait déjà rencontrés. Donc les formations, c'est un cours théorique, c'est de la pratique. C'est aussi beaucoup de partage d'expérience. Pendant les sessions, pendant les pauses à midi, etc. C'est ça qui fait aussi l'intérêt, je trouve, des formations, c'est que chacun s'apporte. La veille techno, nous on l'assure. Sur les produits de toute marque. Laurence vous l'a dit, je fais du blog depuis 10 ans maintenant. Alors ces dernières années, j'ai un peu ralenti parce que, bon, pas que ça va faire non plus. Mais la veille technologique, j'en fais depuis des années. Le groupe Facebook, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un groupe où il y a beaucoup de professionnels, où on fait beaucoup de veille techno, et où il y a des échanges très constructifs sur différents sujets. Pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai le lien, mais je vous conseille fortement, si vous voulez faire de la veille techno, de vous y inscrire, c'est gratuit, ça coûte que dalle. Par contre, ça a une vraie valeur ajoutée pour vous. Souvent, il y a une question qui est posée dans la journée, question technique. 2 heures après, il y a déjà une foultitude de réponses qui sont apparues, qui sont plus ou moins bonnes, mais au moins, il y a des éléments de réponse. Ça évite de se sentir seul dans le métier. Multimarque, je vous l'ai déjà dit. Notre offre formation, comment elle se compose? On a en gros 3, 5, 6 formations disponibles en présentiel. La première s'appelle Smart Home Gestion de projet. Dans cette formation, on attaque les bases. Ce que c'est la domotique, ce qu'on peut proposer comme fonctionnalité aux clients. Et comment on conçoit un projet de A à Z. Depuis l'étude jusqu'à la réalisation en passant par la programmation d'installation, le contrat d'entretien, etc. Tout ça, c'est vu pendant cette formation, ça dure 5 jours. La deuxième, c'est la certification KX base. C'est le premier niveau de certification KX. Alors, je suppose qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui connaissent KX. Pour ceux qui ne connaissent pas, KX, c'est le protocole, on va pas dire c'est plutôt un protocole de gestion du bâtiment, mais c'est aussi un standard. Qui veut dire standard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce protocole KX est utilisé à l'heure actuelle par plus de 400 fabricants dans leurs produits. Ça veut dire que vous pouvez prendre des produits de n'importe quel de ces 400 fabricants et les mélanger avec n'importe quel de ces 400, ils fonctionneront ensemble. C'est garanti. D'accord? Ce qui vous donne aussi une très grande liberté de choix par rapport aux produits. Alors, la certification base, c'est la certification qui permet d'avoir les bases du KNX. Les bases théoriques, il y a une grosse partie théorique parce que il faut comprendre comment fonctionne le système pour savoir bien le mettre en œuvre. Une fois qu'on a fait cette certification KNX base, vous pouvez passer au niveau 2 qui est l'Advance. Dans l'Advance, on voit toutes des fonctions bien intéressantes. En général, c'est pas mal de torture de cerveau pendant cette semaine. Ceux qui y sont passés pourront vous le dire. Mais c'est assez marrant en fait. On voit tout ce qui concerne la régulation, le sun tracking pour les brise soleil, régulation d'éclairage, régulation de chauffage, etc. Le smart metering pour l'histoire de gestion de consommation, le délestage, etc. Tout ça, on le voit en formation Advance. Certainement une des plus intéressantes à moi. Ça, c'est la dernière année de chez KLX, la HVAC spécialiste. Donc ça, c'est sur 2 jours. C'est spécialement dédié à tout ce qui concerne le chauffage-ventilation. Alors j'ai étudié le programme parce que bon, ça c'est sorti il y a quelques mois. C'est du lourd, hein, franchement. Ça, c'est une autre formation qu'on propose avec un partenaire à nous qui s'appelle Betib.
qui s'appelle les protocoles standards dans la GTB. Alors, si vous faites que du résidentiel, oubliez cette formation, c'est pas la peine. Par contre, si vous attaquez des projets en tertiaire, ça, c'est indispensable. Parce que tout ça, c'est des protocoles qui sont utilisés dans le tertiaire. BACnet, Modbus, pour la partie chauffage et ventilation. Vous avez ces deux protocoles-là qui sont les principaux. MBus, c'est pour tout ce qui est comptage d'énergie. Et LoadWorks, c'est une alternative à KNX, qu'on retrouve également dans certains projets. L'idée de cette formation, c'est de vous donner une approche de ces différents protocoles qui existent et comment on peut les rendre interopérables les uns avec les autres. Alors, on ne va pas les rendre interopérables, parce qu'ils sont déjà, mais comment vous allez pouvoir mixer ces différents protocoles dans une installation. Enfin, le dernier level, c'est la certification KNX Tutor. Alors la KNX Tutor, c'est pour devenir enseignant en KNX. Voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas envie d'ouvrir un centre de formation, c'est pas la peine de vous y intéresser. Ou alors, si c'est juste par plaisir intellectuel, c'est conséquent aussi. Voilà, pour ceux qui ont envie de se torturer les linges, n'hésitez pas à le faire, ça, vous en aurez pour votre argent. Ça va arriver en janvier. Le e-learning. On a eu beaucoup de demandes dans certains secteurs pour de la formation, notamment sur la partie réseau IP. Et comme on ne peut pas tout faire en présentiel, on a décidé d'ouvrir ça sur de la formation en ligne. Il y aura une première qui sera une introduction à la domotique. Il y aura ensuite la partie réseau IP, je pense que c'est même celle que je ferai en premier. Parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes et il faut y répondre, voilà, tout simplement. Ça, c'est deux formations qu'on propose en présentiel qui vont passer aussi en formation en ligne, l'audio vidéo et les superviseurs, ainsi que d'autres. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Alors, avez-vous des questions? J'espère. Oui. C'est quoi la durée de la formation pour la GTB, les bâtiments 3 jours. 3 jours 3 jours. 3 jours conséquents. Enfin, 3 jours conséquents dans la limite de la légalité. On va pas passer 17 heures par jour en formation. Ok. Oui. Combien coûte cette formation? Laurence? Ah, d'accord, elle a déserté. Je sais plus. C'est sur le site internet. Attendez, vous êtes pas, on va regarder. Elle est là, 2190. Effectivement, ça se part sur l'entreprise, enfin. Oui. Ouais. Alors, petite information supplémentaire pour tout ce qui concerne la partie KNX et les formations domotiques en général, sauf quand vous passez par des centres, par des écoles, etc. Les formations KNX, à l'heure actuelle, ne sont pas éligibles au CPF. D'accord? C'est en train de se faire. KNX France est sur la question. Ce problème, c'est que voilà, pour certifier au CPF, c'est administratif, c'est long, c'est des dossiers qui sont lourds à monter. Et en gros, il y a 4 mois de délai au minimum une fois que vous avez déposé le dossier. Donc voilà, ça va venir, mais ça va prendre du temps. Et BACnet, c'est éligible au CPF? Voilà. Non. Nous, pour l'instant, on a aucune. On espère que la première va l'être dans les mois à venir. Et voilà, c'est long. Oui.
Du coup, la question d'après, j'ai vu qu'il y avait des financements possibles par Pôle emploi. Habituellement, c'est des financements qui s'obtiennent rapidement ou est-ce que on est sur plusieurs mois d'attente? Non, il n'y a pas plusieurs mois d'attente. En général, ça passe plutôt bien. Ça dépend des conseillers que vous avez en face de vous. Après, ce qu'il faut, bien entendu, ce que je dis toujours aux gens que j'ai au téléphone, si vous arrivez face à un conseiller et que vous dites moi je vais faire cette formation, mais que derrière vous ne leur présentez rien, n'y comptez pas. Il faut y aller avec un projet. Voilà, moi je vais faire ça pour telle et telle raison. J'ai un plan de financement, j'ai un business plan, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais il faut montrer que vous en voulez. Sinon ça ne passera pas. D'autres questions ou pas? Est-ce qu'il y a une formation prévue sur tout ce qui est justement sécurité ou c'est une partie de notre... La partie KNX Secure. La partie KNX Secure. Accès sur les installations, la présence des installations. Non, parce que c'est plus sur la partie IP. Donc ça, on verra plus sur la partie réseau IP domotique. Ça, je développerai là-dessus. La partie KNX Secure en elle-même, elle a été intégrée maintenant au programme de NetDance. Et je l'ai développé aussi dans le tome 2. Voilà. Donc, c'est une partie intéressante. C'est un niveau dessus encore. Hein. Ça nécessite des compétences. Je pense que c'est pas n'importe qui va pouvoir se permettre de faire des installations avec KNX Secure dedans. Ok, ensuite. Qu'est-ce qui est fait pour que les architectes, qui sont là, soient intéressés à ça justement? Parce que nous, en tant que causeurs, nous, on ne propose jamais les clients. On répond à des offres, qui est-ce qui propose aux faiseurs d'installer ça? À part les gens comme nous, intégrateurs, il n'y a rien. Il n'y a pas de KNX, sur tout ce qui est KNX, ça se fait sur des salons. Et ils vont sur des salons spécifiques. Par exemple, sur Interclimat, à la rigueur, vous allez les voir. Sur Batimat, vous n'allez pas les voir. Par contre, vous allez les voir sur des salons comme IBS. Ouais. C'est pas une approche client finale. Je pense que c'est bien le problème. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a encore une approche qui est beaucoup trop technique pour les clients finaux. Alors que l'idée, c'est justement de les faire rêver. Et ça, malheureusement, on n'y est pas. On n'y est pas. Après, si vous voulez vraiment faire un salon intéressant, il faut partir à l'étranger. Vous allez à Francfort, vous partez à Francfort au mois de mars, au Light and Public, et là, je vous garantis que vous allez vous amuser. Ça, c'est vraiment intéressant. Ok. Ouais. Comment amener le client à cette démarche? Ben, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, alors, nous, OSB, en tant qu'intégrateur, je dirais intégrateur pur et simple, parce que nous, on ne fait pas du tout d'installation, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'accès au client final. Très rarement. C'est très rare qu'un client il va aller sur un site internet et il va chercher domotique ou intégrateur KNX, je ne sais pas quoi, qui va vous appeler. Moi, ça a dû m'arriver 2 fois et je crois que les cours et les projets n'ont même pas été concrétisés. Souvent, c'est l'électricien qui est force de proposition et qui va le proposer au client et qui après va appeler son intégrateur en disant tiens, j'ai un projet. Moi, c'est comme ça que tous mes projets se font en général. Si vous faites de l'installation, vous avez un accès plus direct au client. Si vous faites juste la partie intégration, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est une bonne idée d'intégrer d'autres protocoles comme ce qui est Z-Wave et compagnie. Au sein du même install, j'ai plusieurs dictons. Et parmi ceux-ci, plus on multiplie les protocoles, plus on risque les emmerdes. J'en ai un autre dans le même genre qui est dans le d'outre-boot. Voilà, j'en ai plusieurs comme ça, je ne sais pas tous en tête, mais. Et voilà, c'est plus vous multipliez les technos, plus vous avez de risques. C'est tout.
Ça ne veut pas dire qu'il faut faire absolument que ça, que ça, que ça, que ça. Parce que de toute façon, des fois, vous n'aurez pas le choix. Mais à partir du moment où vous limitez les systèmes, vous multipliez les possibles interférences. Ça, c'est voilà, mathématique. Ouais. Pardon, dans le même ordre d'idée, comment vous voyez l'avenir du KNX par rapport aux autres protocoles comme Z-Wave, MyHome, relativement chacun par rapport aux fabricants? Moi, je dirais que si KNX ne se bouge pas un petit peu pour aller vers le client final, vers les architectes, pour leur montrer que c'est pas que de la technique, qu'il y a aussi une partie fun, ça va avoir du mal. Des gens comme Legrand qui développent le MyHome, ils font rêver les clients. Et c'est pour ça qu'ils y arrivent, c'est pour ça qu'ils ont une force marketing importante. KNX, c'est un truc qu'ils n'ont toujours pas compris. Ceci dit, je crois fort à l'avenir de cette solution, parce que ça fait 25 ans que ça existe, il y a de plus en plus de personnes qui se forment à cette techno. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais c'est vrai qu'un petit effort marketing côté client final, ce serait pas mal. Voilà, simplement. Oui. Et justement, en résidentiel, comment montrer un savoir-faire supplémentaire par rapport à des... Il y a toutes sortes d'outils maintenant que le client final peut avoir en main. Vous avez cité Legrand, il peut y avoir Somfy, il peut y avoir pas mal d'autres fabricants. Comment montrer finalement que l'intégrateur il peut avoir une valeur ajoutée? L'intégrateur aura une valeur ajoutée, pas sur des solutions comme Somfy, etc. Somfy, c'est plug and play. Je branche, ça marche. J'ai aucune valeur ajoutée en tant qu'intégrateur là-dessus. Je vais vendre ma solution packagée, point barre. Ce qu'il faut vendre, c'est techno professionnel. Ok, vous avez acheté votre box, machin truc, vous avez acheté votre système NP chez Leroy Merlin. Bon, c'est des joujoux. Hein. C'est des joujoux, et qui vous dit que dans 3-4 ans, ça existera encore? Google, avec Google Home, ils sortent des produits. Vous avez vu la puissance financière de Google? Alors les gens, ça les rassure. Ils disent, ah mais non, ça s'arrêtera jamais. Qu'est-ce que vous en savez? Si Google, ils avaient prévu de faire avec leur thermostat connecté 50 millions d'euros sur l'année. Mais c'est qu'ils en font que 5. Vous croyez qu'ils vont s'amuser à le garder? Ils vont dire, terminé, on arrête ça. Et tous les gens qui l'auront installé, ben, ce sera fini pour eux. Et c'est pareil pour toutes les solutions qui sont, on va dire, monofabricants. Donc à vous de prendre vos précautions. Vous êtes libre de faire les choix que vous voulez, mais comme je disais tout à l'heure, assumez-les. Et pour reprendre la partie, il faut être à même d'avoir les outils pour dépanner, avec du Taoma ou etc. Bon courage pour dépanner si vous avez un problème chez le client. Vous êtes obligé d'appeler le SAV de Somfy. Ça fait partie des arguments que, en tant qu'intégrateur, vous devez intégrer, justement. Oui, vas-y. Oui, bonsoir. J'aurais une question dans le cadre. Un électricien aujourd'hui, il est obligé de collaborer avec pratiquement un intégrateur. Est-ce que l'évolution va aller sur électricien-intégrateur ou bien on aura toujours ces deux métiers-là, justement, pour pouvoir faire du marketing quand on connaît bien son produit? Voilà, je ne sais pas comment ça peut. J'espère que l'évolution va aller dans le sens où l'électricien va monter en compétence pour se rapprocher du métier d'intégrateur. Après, il y a quand même un obstacle qui est qu'un électricien, sauf s'il a une équipe importante, dans laquelle il peut déléguer différentes tâches, il peut se permettre de se consacrer à la partie programmation des systèmes. Dans beaucoup de cas, quand c'est des installateurs qui sont seuls ou qui sont 4 ou 5, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de tout faire, ils n'ont pas le temps d'aller sur le chantier, de tirer du câble, de faire une étude en préalable, d'analyser les besoins du client. C'est chronophage tout ça. Donc ça va dépendre de la structure de l'entreprise d'Elec, et ça va dépendre de leur envie aussi. Moi j'ai des installateurs avec qui je travaille qui ont passé leur certification KNX, qui n'en font jamais. Parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'à un moment quand vous apprenez la programmation d'un système, si vous n'y passez pas du temps régulièrement, au bout d'un moment, vous savez plus comment faire. Mon premier chantier que j'ai fait,
Je l'ai fait 1 an après avoir passé ma formation. Je vous garantis que j'ai galéré. J'ai galéré puissamment. L'autre souci que je vois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur des systèmes qui sont de plus en plus connectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes connecté, il y a une notion d'Internet et il y a une notion de réseau informatique. Et par expérience, je sais que bon nombre d'électriciens, la partie réseau informatique, ça les dépasse complètement. En dehors de la partie se former sur une techno, sur la domotique en général, il y a obligatoirement une formation sur les réseaux informatiques qu'il va falloir qu'ils intègrent s'ils veulent vraiment se faire de la domotique un métier et un plus dans leur activité. Ça, c'est obligatoire. Et sur tout à l'heure, sur les contrats de maintenance, surtout voilà, une fois que l'installation est mise en service, au niveau IP et ainsi de suite, ça c'est des contrats, il y a des clauses quand même, sur les conditions générales, il faut que ça soit cadré quand même pour... Ouais, tout à fait. Tout à fait, il faut cadrer les conditions. D'abord, est-ce que le contrat de maintenance il inclut du matériel? Est-ce que c'est vous qui avez vendu le matériel? Si c'est le cas, il faut que ça soit intégré dans le contrat de maintenance. Le contrat de maintenance va se faire tous les combien? Est-ce que je fais une visite annuelle? Est-ce que j'en fais 2? Est-ce que ça prend en compte la partie comment dire, prise en main à distance? Si oui, dans quel cas, etc., etc. Parce que la prise en main à distance, ça veut dire aussi que vous avez un accès permanent chez le client. Donc c'est un contrat de confiance. Sur toutes les installations que j'ai jamais eu de problème avec un client qui ne voulait pas que j'accède chez lui. L'argument il est simple, c'est si vous avez un problème, vous m'appelez, je prends la main à distance, j'ai pas besoin de venir chez vous. Mais ça exige qu'il y ait de la confiance. Parce qu'à partir du moment où vous êtes là, vous pouvez faire n'importe quoi. Troisième question. Est-ce que SBE, par exemple, propose des formations dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale? Non. Non. Non, pourquoi pas étudier. On fait des interventions. Alors, on fait des interventions. Moi, par exemple, je fais des interventions en tant que... comment on considère ça? En tant que vacataire avec les licences pro à l'Université de Corse, avec les... comment ça s'appelle ça? Avec l'école d'ingé Smart Building. Mais c'est pas SBE qui intervient, c'est Christophe Laverne. Après, il y a peut-être des choses à faire, je sais pas. Il faudrait étudier la question. Vous parlez tout à l'heure du manque d'image que KNX a au sein de la profession des archives. Pourquoi est-ce que KNX, enfin moi, c'est archive, je découvre KNX depuis quelques temps, et c'est vrai que ça fait 25 ans que ça existe. On a beaucoup, à part de la domotique, le plug and play qui fonctionne merveilleusement bien et qui va bien. On met du Solfi, on met du Linux, on met plein de choses comme ça qui sont des éléments plug and play et ça marche merveilleusement bien. Pourquoi est-ce que tous ces éléments de protocole KNX et compagnie, pourquoi est-ce que vous ne les présentez pas un peu plus précisément, un peu plus, enfin pas autant technique, mais plus ludique? Parce que nous, pour les présenter à des clients et pour les vendre, on n'a pas le choix. Quoi. Déjà, vendre des éléments où on va nous demander toujours moins. On est capable, on n'est pas des commerciaux, c'était compliqué de mettre en place ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut, nous, aller être informés plus ludiquement, il ne faut pas s'adresser à KNX. KNX, à la base, il s'adresse à des installateurs. C'est pour ça que tous les présentés, c'est pour ça que ça s'est super bien développé. Parce qu'ils ont une force marketing qui a été bien orientée. Je pense que le problème de KNX à l'heure actuelle, c'est ça, c'est que leur force marketing, elle n'est pas orientée au niveau. Donc, à part les intégrateurs qui vont vous expliquer, à la rigueur, qui peuvent vous présenter un showroom ou qui peuvent vous présenter une installation qui a été faite, c'est pas KNX qui va faire quelque chose. C'est-à-dire que moi je vais poser la question de M. Autrement. Pourquoi SBE
locomotives de la domotique a opté pour des formations et a axé sa cible vers le KNX que vers d'autres protocoles? Parce que le KNX, on croit à son avenir, les autres, on n'y croit pas. Tout simplement. Et parce qu'il y a une autre raison à ça, c'est qu'on ne veut pas être performant partout. Je vous ai dit que la force de l'SBE en tant que centre de formation, c'est le fait qu'on a de l'expérience, qu'on partage et qu'on est actif sur le terrain. Si on utilise 50 technos différentes sur tous nos chantiers, à un moment, on sera forcément moins performant dans certaines que dans d'autres. Alors que de nous axer sur un système, alors oui, ça nous restreint, ça nous ferme des marchés. Moi, j'ai dit non à certains projets des fois parce que le client il voulait telle et telle solution. Moi, j'ai dit, si tu le fais à ma manière, ou je ne le fais pas. Parce que j'ai pas envie d'aller débugger des trucs sur lesquels j'ai pas la main. Tout simplement. En plus, les stagiaires seraient capables de me le reprocher. Ouais, tu nous as dit que ça c'était bien, tu nous as formé dessus, et puis en fait, c'est quelqu'un, ça marche plus, ou le fabricant il a arrêté, comment je fais maintenant? C'est leurs formateurs qui vont venir voir, à qui vont le reprocher. Alors que ça. Mais quand vous dites ça, c'est de la manière dont on dépose les vous dites qu'il y a les 400 marques qui fonctionnent, mais dans les 400 marques, on en prend un au hasard et qui arrête, on aura la même chose. Alors on aura la marque qui va s'arrêter, mais le protocole KNX va continuer. Ouais, le produit marche plus, mais si j'ai besoin de changer de produit, si c'était un ABB, ben je vais prendre son alter ego chez Aguerre ou chez machin ou chez Bidule, je le change, je réinjecte ma programmation, et hop, ça repartit comme en 14. Ça, c'est des trucs que j'ai régulièrement fait. C'est le gros intérêt du système, effectivement. Alors si demain tous les 400 fabricants ils arrêtent, effectivement, ça sera un petit peu handicapé, handicapant. Potentiellement, il y a peu de chance quand même. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces 400 fabricants, vous prenez un produit ou l'autre, c'est interopérable, c'est garanti dans le fonctionnement du système. Et j'utilise un protocole standardisé. Donc à partir du moment où c'est standardisé, un produit KNX qui sort sur le marché, il est obligé de fonctionner avec les autres. Obligé parce que, avant qu'il soit sur le marché, ce produit il va sur un banc de test qui est fait par un laboratoire de test indépendant. Ils le mettent sur un banc de test et ils testent avec plusieurs fabricants différents comment il fonctionne le produit. À partir de là, ils disent tiens, on renvoie à KNX le OK et après KNX valide le produit. Si le laboratoire de test ne valide pas, le produit ne sortira pas sur le marché. Est-ce que les produits plug and play peuvent rentrer dans le protocole KNX? Alors il y a un système en KNX qui n'est pas, on ne peut pas dire que c'est plug and play, on appelle ça du mode easy. Où en gros, il y a des petits outils qui permettent de le configurer. Ça reste des outils simples, qui ne permettent pas d'aller super loin dans la fonctionnalité, mais qui permettent à des installateurs qui ne sont pas forcément formés au KNX de faire des installations. Mais c'est pas, je prends mon smartphone, je fais suivant et ça marche. Je ne vais pas vous le cacher non plus. Oui. Est-ce que dans la stratégie KNX, ils envisagent de basculer vers un mode non filaire? Parce qu'effectivement, vous avez évoqué tout à l'heure les chantiers avec le câblage et tout ça. Est-ce que c'est pas un filaire finalement d'évolution KNX? C'est déjà le cas. Déjà le cas, c'est déjà le cas. KNX RF existe depuis de nombreuses années. Il n'avait pas développé jusque-là. Maintenant, c'est en train de... Il y a des produits qui sortent sur le marché. C'est très bien parce que du coup, ça nous permet d'attaquer le marché de l'existant. Mais oui, sur la partie RF, il y a tout à fait. Il faut faire des stocks. L'histoire justement du sans fil, on avait fait quelques heures pour des mètres. Il y a des petites startups qui arrivent, qui marchent plus fort, qui intègrent tous les systèmes en Bluetooth ou en Wi-Fi, enfin il y a plein de systèmes. On rentre dans le même cas que le protocole KNX, donc complètement côté. Alors, le protocole KNX reste bien à part. Ça reste du KNX, mais en radiofréquence. Les autres ont leur propre protocole.
Et de toute façon, ça marche pas sur la même couche physique. Le RFKNX, c'est sur une bande de fréquence de 868 MHz, alors que le Wi-Fi, c'est sur du 5 Go, etc. Le Bluetooth, c'est encore une autre fréquence, je ne sais plus laquelle. De toute façon, c'est pas les mêmes bandes de fréquences, donc ils ne vont pas communiquer ensemble. Et ensuite, c'est toujours pareil, c'est que chacun qui sort sa petite solution, il a son propre protocole et du coup, il ne pose pas forcément avec les autres. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ces éléments comme le Bluetooth, c'est des éléments qui vont arriver très très fort, comme on a tout dans nos bagnoles, dans nos trucs, on est tous connectés de cette manière-là? Dans une certaine mesure, oui. Par contre, l'expérience que j'en ai avec le Bluetooth, moi je ne confierais pas ma maison à des périphériques Bluetooth parce que rien que l'appairage, des fois, je ne comprends rien, ça marche pas, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à apairer, ou alors on a appairé mais ça ne veut pas se connecter. Moi je ne vais pas confier mon chauffage à un truc que je n'arrive pas à apairer, c'est même pas la peine. Après, il y a la partie effectivement Wi-Fi, périphérique Wi-Fi. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais en gros, est-ce que vous avez vu les installations Wi-Fi des gens, des particuliers en général? C'est une box avec un réseau Wi-Fi, le SSID ne change jamais, c'est l'Ivebox 3D 5.2, d'accord? Avec le mot de passe par défaut, ou alors si ça dégonfle, ils changent et ils mettent le nom du chien. D'accord? Donc sécurité, 0. Les gens n'ont aucune maîtrise technique de ça, et on vient connecter dessus des périphériques à droite, à gauche, etc., qui communiquent en Wi-Fi, mais personne n'a la maîtrise dessus. Ça veut dire que tout ce qui est connecté sur votre réseau Internet, en gros, c'est pas sécurisé, ou très peu, ce qui veut dire que n'importe qui arrive à se connecter sur votre réseau à la maison, il a accès à tous vos périphériques Wi-Fi. Non, parce que le KNX, c'est sur un réseau à part. Après, voilà. Maintenant, c'est la même chose. On va être obligé, par contre, de faire la formation Secure machin. Effectivement, sur la partie KNX Secure, par contre, on sécurise le truc. De toute façon, comme je dis toujours, un hacker, s'il a envie de rentrer, il rentrera. Voilà, si vous gardez vos clés, il rentre. Voilà. Donc il n'y a pas de solution miracle. Mais si on peut limiter les dégâts, c'est pas plus mal. Actuellement, ces entités que vous installez, c'est plutôt individuel, tertiaire, On a fait beaucoup de résidentiels. On commence à aller sur le tertiaire. Parce qu'en fait, on reprend des installations qui ont été mal configurées. En gros, c'est ça l'idée. On est sollicité aussi pour former des équipes techniques sur des, par exemple des hôtels. Pareil, où ça a été mal configuré ou mal pensé. Et on va former les gens, ces équipes-là, pour qu'ils puissent reprendre eux-mêmes la maintenance du système. Mais on va de plus en plus sur le tertiaire parce qu'il y a une partie performance énergétique. Donc là, on est sollicité, on a une médiathèque à faire prochainement. Je sais plus quoi. Ouais. Alors, il faut prendre un intégrateur à part. Mais un électricien qui veut se lancer dans ce métier, moi j'ai qu'un conseil à lui donner, c'est va sur l'IP. Forme-toi sur l'IP parce que c'est indispensable. C'est bon? Peu de questions? Ça tombe bien, on est dans les temps. Ok, donc alors pour la suite, on va faire la visite du petit forum là-haut. Alors on n'a pas un espace comme ici, donc on va faire 2 groupes qui vont monter chacun leur tour. Parce que sinon ça va être comme sur le périph' aujourd'hui, dans les bureaux SPE, donc on va éviter. Donc en gros c'est des groupes, je sais pas combien on est au total. On va faire 2 groupes de 17.